Bienvenue à tous mes chers Moonies dans le podcast Come on the Moon. Alexandre, je suis ravie de vous accueillir dans ce podcast où nous parlerons entrepreneuriat bien sûr. Nous parlerons également communication digitale à l'aide d'interviews de professeurs de yoga, d'interviews d'entrepreneurs, tout cela allié à la communication digitale. Il y aura certains épisodes dédiés à des interviews, d'autres épisodes spéciaux Come on the Moon et des épisodes également sur le cycle lunaire allié à chaque mois pour les entrepreneurs. J'espère que ces nouveautés vous plairont et n'hésitez pas à nous faire vos retours par message, par mail, en laissant des petites étoiles sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast, des commentaires. Ça nous fera très très plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous mes chers Moonies, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode Moon Talk où on va parler du syndrome de l'imposteur, un sujet vraiment d'actualité notamment chez les entrepreneurs. On verra comment on y arrive, quelles sont les causes et surtout des conseils pour vaincre ce syndrome. Je voulais aujourd'hui aussi remercier Marion avec qui j'ai eu un superbe échange sur Instagram sur la communication en général, comment se lancer, etc. et qui m'a laissé ce message. Je serais vraiment curieuse de savoir comment les boîtes comme Come on the Moon, dont je consomme régulièrement le podcast, fan de votre travail, j'aspire moi-même à partir dans cette direction de com responsable et alignée après ma dernière année d'études en communication. On a échangé sur une communication éthique, à son image, à ses valeurs et donc on aura peut-être prochainement des contenus à ce sujet. En tout cas, merci à nos chers auditeurs de nous écouter et de nous suivre dans notre expansion, dans tous nos contenus. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour mes chers Moonies, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode Moon Talk où cette fois-ci nous allons aborder la thématique du syndrome de l'imposteur. Un grand sujet qui aujourd'hui nous fait face notamment sur les réseaux, dans notre quotidien et notamment lorsqu'on est entrepreneur. Vous avez peut-être déjà lu nos contenus sur le sujet si vous avez reçu notre Moon Nouvelle de juin et si vous avez peut-être aperçu l'article. Mais du coup, peut-être que vous ne suivez aucun des deux et donc que ce canal podcast vous est plus utile que les contenus écrits. Donc c'est pour ça qu'on a décidé aussi de reprendre ces contenus dans un format de podcast. Donc commençons. Dans cet épisode, nous allons aborder donc qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur et comment s'en libérer. Donc on aura finalement un peu trois parties, trois chapitres dans cet épisode. Savoir si vous êtes dans cette situation, comprendre les raisons de ce comportement et enfin, on va vous donner des conseils qui nous sont personnels et qu'on a pu appliquer pour s'en libérer définitivement ou en tout cas du moins sur le projet qui vous touche. Donc, permettez-moi dès le départ de vous faire une petite introduction sur ce que c'est, comment est né ce syndrome, qui l'a rencontré en premier, etc. Donc, en 1978, deux psychologues américaines, Pauline Rose Clance et Suzanne Imes, donc je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas, je le lis comme ça. Elles ont mené une étude auprès de 150 femmes qui étaient diplômées et reconnues pour leur excellence dans leur vie professionnelle par leurs collègues. Le problème, aucune d'entre elles n'attribuait sa réussite à ses qualités personnelles. Donc du coup, elles préféraient dire que c'était le fruit du hasard, de la chance ou que leur entourage les surestimait leurs capacités. Et ces 150 femmes brillantes, elles avaient vraiment pleinement réussi leur ascension sociale, professionnelle, mais elles craignaient justement qu'on s'aperçoive d'une supercherie, qu'on s'aperçoive que c'était faux, qu'elles n'étaient pas en capacité, donc potentiellement elles faisaient toujours plus, et elles avaient peur qu'on s'aperçoive qu'elle n'était pas aussi talentueuse qu'on pourrait le croire.
Cette peur commune d'être démasqué, ce sera alors du coup le fondement d'un phénomène qui sera observé par les deux psychologues dont on parle au début, à savoir le syndrome de l'imposteur. Il ne s'agit pas d'une maladie ni d'une pathologie, mais plutôt d'un phénomène temporaire ou encore d'un mécanisme psychique, pour reprendre les terminologies employées par d'autres psychologues qui sont Maud Navarre et Johanna Rosenblum. Pareil pour la prononciation, je suis désolée si je les accroche. En tout cas, ce serait très répandu dans la population, autant chez les hommes que chez les femmes. Et donc l'étude qu'on évoque au départ, je l'évoque sur les femmes parce qu'elle a été faite là-dessus. Mais sinon, voilà, chez les hommes, chez les femmes et notamment chez les entrepreneurs, c'est quand même assez répandu. Pour les entrepreneurs, peut-être par rapport faute de feedback, ils n'arrivent pas à s'apprécier à leur juste valeur. Et donc, c'est pourquoi on a choisi d'évoquer ce sujet aujourd'hui, parce qu'il nous a semblé un peu primordial d'en parler dans ce monde où justement les réseaux sociaux fusent, notre image doit être parfaite, on voit plein de choses qui nous semblent parfaites partout et donc du coup, on peut vraiment souvent et régulièrement se remettre en question. C'est un sujet vraiment actuel et on se rend compte qu'il touche vraiment beaucoup d'entrepreneurs et donc comme c'est la cible de ce podcast, c'était, un peu évident d'aborder au moins une fois ce sujet. Donc une courte définition qu'on pourrait trouver dans un dictionnaire ou autre, c'est la triple combinaison de réussite objectivement constatée par l'entourage, d'un ressenti péjoratif vis-à-vis de sa propre personne et d'un comportement qui mène à une peur d'être démasqué. L'imposteur a du mal à accepter des compliments à propos de ses réussites, il refuse de croire que ses succès ne sont imputables qu'à ses qualités personnelles et même, parfois, peut s'auto-saboter par peur de décevoir les autres. Donc commençons avec notre première partie. Est-ce que vous êtes concerné par le syndrome de l'imposteur ? Donc, on va avoir plusieurs points, 5 il me semble, pour lesquels vous pourriez vous sentir concerné dans certaines situations par le syndrome de l'imposteur. Ces points-là, ils viennent de certaines études psychologiques qui relèvent des comportements typiques du syndrome de l'imposteur. Donc le premier, vous attribuez vos réussites individuelles à des facteurs externes du type « j'ai simplement eu de la chance » ou bien sans un tel, je n'y serais pas parvenu ». En clair, vous jouez la carte de la modestie plutôt que d'accepter des compliments bien mérités. Déjà, celui-ci, si ça peut vous rassurer, j'y suis confrontée à chaque fois que je reçois un compliment. En écrivant le script de ce podcast, en écrivant la nouvelle et en partageant en fait un petit peu mon expérience au travers des contenus qu'on propose, je me suis rendu compte être la première à avoir ce syndrome de l'imposteur et donc cette première cause et à ne pas forcément croire en mes capacités personnelles. Et donc, du coup, c'est important de se reposer la question de pourquoi on ne croit pas en soi, pourquoi on croit qu'on serait moins bon que tel autre, pourquoi ce serait grâce à quelqu'un qu'on en serait là, et pourquoi on se dit ça tout simplement. Donc, pour l'instant, on n'en est pas aux solutions, mais en tout cas, déjà se poser la question et se rendre compte que on est en train de se désévaluer, c'est une bonne prise de conscience. Donc, en deuxième point, vous préférez vous sous-estimer ou banaliser votre travail accompli. On vous entend souvent dire « ce n'était pas aussi difficile que tu le crois » ou bien vous pensez que les compliments qu'on vous a faits sont en réalité uniquement destinés à vous faire plaisir. Un classique chez les personnes qui sont naturellement douées, comme vous. Spoiler alerte, un de mes partenaires m'a récemment dit « évite de dire que c'est trop facile à faire, donc à notre client ». Alors que je ne l'avais pas du tout dit, car c'était pour moi, en tout cas, pas une tâche facile, même en étant habituée et même si cette tâche référait de mon expertise. Mais en y réfléchissant bien, je me rends compte que s'il l'a dit, c'est que j'avais peut-être souvent tendance à évoquer cette excuse car je me sous-estime. Et donc, à méditer parce que peut-être que effectivement les domaines dans lesquels vous travaillez quotidiennement, vous vous sentez plus naturel à effectuer ces tâches, c'est plus simple pour vous de plus en plus parce que vous les répétez quotidiennement ou régulièrement et vous avez acquis un automatisme. Sauf qu'au départ, pour acquérir cet automatisme, vous avez travaillé très dur. Vous avez planché, vous avez peut-être raté à certains moments pour apprendre, vous avez aussi évolué. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus facile, c'est plus automatique de faire ces tâches. En 3, vous êtes beaucoup trop exigeant avec vous-même et pourtant, vous doutez de vous. Par exemple, vous vous dites « je ne suis pas sûre d'y parvenir, mais je dois faire tout mon possible pour y arriver ». Et vous vous rendez compte après coup que vous avez réussi, donc ça n'était pas utile de voir le négatif au départ. En fait, l'idée, c'est d'essayer de changer
le mindset. On est dans une société où on voit d'abord le négatif avant de voir le positif. Là, on va essayer justement de se souvenir, le négatif attire le négatif, le positif attire le positif. Donc, voyez le positif dans ce que vous avez à faire, changez votre regard sur la tâche en question et ça changera justement de la même manière votre manière d'appréhender et in fine de réaliser cette tâche. Donc, essayez de voir le positif. On n'est pas encore sur l'aspect des conseils, mais on en a déjà un petit peu. En quatrième point, vous fuyez à tout prix les compliments car ces derniers vous mettent mal à l'aise. Vous préférez plutôt être absent le jour des félicitations plutôt que d'avoir à rougir ou bien à prendre la parole devant tout le monde pour remercier d'avoir fait un remerciement, ce qui est un petit peu paradoxal. Et j'ai récemment lu un post de Caroline Mignot à ce sujet sur Instagram qui parlait de la glossophobie, c'est-à-dire la peur de prendre la parole en public. D'après le Brain Institute, 74% d'entre nous ont peur de prendre la parole en public. Et elle expliquait justement qu'elle aussi faisait partie de ces gens qui avaient peur de prendre la parole en public et elle s'est fait aider, elle a surmonté sa peur, elle s'est fait accompagner et désormais elle organise des conférences, des lives, elle anime un podcast qui fonctionne du tonnerre, elle crée du réseau entre les gens. Bref, c'est une belle preuve qu'on peut surmonter ses peurs et son syndrome de l'imposteur. On verra quelle solution on peut mettre en place après. Ensuite, vous vous rabaissez, donc c'est la cinquième, vous vous rabaissez et ne comprenez pas comment vous avez pu réussir. Par exemple, on vous entend dire: «Il doit bien y avoir une raison puisque je ne mérite pas ce poste». Il vous est impossible d'accepter qu'en réalité vos réussites ne sont attribuables qu'à vos qualités personnelles. Par exemple, lorsque je suis démarchée pour une mission ou qu'on me contacte pour travailler avec moi, j'ai toujours ce petit temps d'arrêt où je me demande, si je suis bien dans la réalité et si je suis pas en train de rêver. Vous savez, cette sensation que la personne s'est trompée de contact en m'écrivant. Mais non, en fait, je finis par comprendre que le message m'était bien adressé. Et là, c'est la pièce dans ma tête, vous savez, le petit singe qui court partout, jusqu'à reprendre mes esprits. Et du coup, justement, je réponds à la personne, j'entame la conversation. Ça pourra potentiellement être très prometteur. Mais au premier abord, ce petit message reçu, on se dit toujours: «Mais attendez, est-ce que c'est vraiment bien pour moi?» Ça participe à ce syndrome de l'imposteur et l'exemple, du, poste qu'on ne mérite pas forcément ou des félicitations qu'on ne mérite pas. Si, en fait, vous les méritez parce que vous avez pas de la chance d'avoir ce que vous avez. Vous avez créé cette chance, en fait. Et ça a été beaucoup le cas, au départ, avant de me lancer. Je raconte même pas combien de fois je me suis demandé: «Mais suis-je vraiment faite pour tout ça? Est-ce qu'ils ont vraiment envie de travailler avec moi? Est-ce que je devrais pas rester dans mon petit confort de salarié? Imaginons que ça fonctionne pas». Pour au final, même remplie de doutes et de ce syndrome de l'imposteur, me lancer quand même, tenter quand même l'aventure en me disant: «Au pire, il y aura toujours une solution». Et c'est aussi ça, en fait, vaincre ce syndrome de l'imposteur, c'est se dire: en fait, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Au pire, dans ce que je lance, effectivement, ça fonctionne pas. Quelle solution serait la première solution que j'envisagerais pour, retrouver une situation, positive, normale? Et moi, ma situation pire, c'est effectivement que mon entreprise ne fonctionnerait pas et donc ce que je me suis dit, c'est: «Au pire, si ça fonctionne pas, qu'est-ce que je fais? Je refais mon CV et puis je renvoie mon CV pour postuler à des postes» et voilà. Et il y a peu de chances pour ne pas réussir à trouver un poste vu que j'étais en poste avant. Donc voilà. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ou plusieurs de ces cas de figure? Si vous ne vous considérez pas avec autant d'estime que l'on vous porte quant à vos réussites professionnelles ou personnelles, et si vous craignez d'être démasqué un jour ou l'autre pour ce manque de compétences que vous seul imaginez, alors vous traversez sans doute, comme 70% de la population mondiale a déjà vécu au moins une fois dans sa vie, ce fameux syndrome de l'imposteur. À noter également que les situations les plus graves, enfin que dans certaines situations, ce manque de confiance en soi peut aller et peut mener la personne jusqu'à l'autosabotage, comme le refus d'une promotion dans son entreprise ou encore refuser de nouveaux clients dans le cas des indépendants. Comme je l'expliquais, cette sensation du message qui m'est pas forcément destiné. On peut se sentir pas capable de faire les choses et donc refuser parce que on se dit: «Mais non, c'est trop beau pour être vrai finalement». Donc cette notion de syndrome de l'imposteur, vous l'aurez compris, elle va de pair avec la confiance en soi. Ce chemin est long et nous n'avons pas forcément de recette miracle à vous donner, mais ne vous en faites pas, vous réussirez à le surmonter. Enfin, on l'espère qu'on pourra vous y accompagner grâce à cet épisode et grâce au contenu qu'on crée, mais en tout cas, l'idée c'est aussi qu'on puisse en échanger. Donc si vous avez d'autres astuces de ce conseil, vous n'hésiterez pas à nous les partager.
En tout cas, pour en avoir le cœur net, pour être sûr que vous traversez bien cette phase, on vous conseille bien évidemment de vous tourner vers un professionnel, un spécialiste, quel que soit son métier, un thérapeute, un psychologue, etc., qui vous fera sûrement passer d'abord le test de l'échelle de Clance, donc vous savez, la psychologue dont on a parlé au tout début, qui est à l'origine de la découverte de ce syndrome. Et donc ce test, il est composé de 20 questions à confirmer ou infirmer, comme par exemple: «C'est difficile pour moi d'accepter les compliments» ou «Éloges sur mon intelligence ou mes accomplissements». Ou une autre: «J'ai peur que les gens qui comptent pour moi découvrent que je ne suis pas aussi capable que je ne pense». Ou encore: «Parfois, j'ai peur que les autres découvrent à quel point certains savoirs ou compétences me font défaut». Donc il y a plein de petites questions comme ça, et vous répondez oui ou non, en gros, si vous vous sentez concerné par ça, et donc ça vous donne un résultat pour savoir si vous êtes touché par le syndrome de l'imposteur ou non. On remettra le lien de cette étude et de ce questionnaire dans les notes de l'épisode si vous voulez le faire et vous tester. Donc maintenant, deuxième partie de cet épisode: d'où est-ce que vient le syndrome de l'imposteur? D'après les psychologues, ce sentiment d'être un imposteur, une imposteur peut provenir, selon les cas, des attentes qu'ont eu vos parents vis-à-vis de votre réussite sociale ou de votre parcours étudiant et ou professionnel, ou bien aussi de votre environnement de travail. Donc encore une fois, seul un spécialiste sera en mesure d'établir un diagnostic précis et de déterminer avec vous les tenants et les aboutissants de cette situation. Mais les causes les plus couramment observées, il y en a plusieurs, et enfin voilà, on les a étudiées, on va vous les partager. Donc premièrement, le problème peut trouver ses origines dans l'enfance, par un manque de soins et d'attention de l'enfant notamment, ou bien s'il y a eu une différence entre les remarques négatives de la part des professeurs et à l'inverse des opinions positives de la part des parents, vice-versa. En gros, si vous avez été sujet à, je sais pas, des mauvaises notes ou des mauvais commentaires de la part des professeurs et vos parents vous soutenaient, ou l'inverse, les professeurs qui étaient potentiellement avec vous et vos parents complètement contre vous, jamais assez satisfaits. Dans ce cas, l'enfant, en tout cas, il va choisir de croire l'opinion négative en pensant que l'opinion positive est un mensonge pour lui faire plaisir, quel que soit le cas finalement. En tout cas, le problème, il peut aussi survenir d'une surestimation de l'intelligence de l'enfant, ce qui lui met une pression énorme dès le plus jeune âge au niveau de son avenir professionnel, son avenir personnel. Et donc du coup, il y a une peur de décevoir qui s'installe, de décevoir les parents ou les professeurs. La peur d'échouer peut aussi entraîner certains blocages par la suite, et donc ce syndrome de l'imposteur peut se révéler comme un espèce de mécanisme de défense qui s'affirme en fait plus tard à l'âge adulte. À l'inverse, vous avez aussi un manque de compliments de la part des parents qui peut aussi entraîner donc cette incapacité chez l'enfant à reconnaître de lui-même ses propres qualités, à se forger une identité personnelle positive. Donc ici, le syndrome de l'imposteur se révélera être une suite logique de mauvaises habitudes prises depuis l'enfance. Et à l'âge adulte, malheureusement, ces schémas de pensée peuvent rester solidement ancrés en vous, d'où l'importance de consulter un professionnel de santé afin d'identifier les croyances limitantes, les croyances erronées que vous pouvez avoir envers vous, de relire son parcours sous un autre point de vue et de changer de regard sur soi, d'avoir un regard positif. Encore une fois, le positif attire le positif. Cette thérapie, ces types de thérapie en tout cas, sont particulièrement préconisés lorsque l'imposteur s'auto-sabote. Donc quand vous, par exemple, refusez un poste, une promotion qu'on vous a proposée, où la personne vit dans une phobie permanente d'échouer ou de décevoir. Mais en tout cas, rassurez-vous, il y a aussi des alternatives d'accompagnement de type coaching auprès d'un professionnel dans le but d'arriver à déculpabiliser, à vous détendre, ne plus dépendre du regard des autres. Donc ce qui est important à garder en tête, c'est qu'il n'y a pas de honte à se faire aider lorsqu'on ressent que soi-même, nous ne pourrons pas résoudre la problématique seul, ou même encore comprendre qu'il y a un problème. Et en cela, on y reviendra dans les conseils juste après. Il y en a un qui est très important et on en a déjà parlé dans d'autres épisodes de podcast, dans d'autres contenus, c'est le fait d'être bien entouré.
car vos proches vous guideront vers les bonnes personnes pour vous accompagner. Donc si vous êtes dans le cas où vos parents ont vu plus de négatifs, je suis sûre qu'au fond d'eux, ils sont très fiers de vous et ce serait bien aussi, d'en parler avec eux finalement et d'essayer de leur dire: «Bah, voilà, j'ai mal vécu telle ou telle chose que vous avez, dite, dans mon enfance, mais je voulais m'assurer, que voilà, de ce que vous pensiez sur moi». Et je suis sûre qu'ils vous diront qu'ils sont très fiers de vous et que, ben, voilà, si s'ils ont, mal exprimé quelque chose étant petits, il faut surtout que vous l'enleviez de votre schéma de pensée. En tout cas, bien être entouré par ses proches, que ce soit, famille, amis, professionnels, parce qu'ils vous connaissent, ils verront si quelque chose ne va pas, ils pourront vous conseiller. Et parfois, on est dans le déni vis-à-vis de certains traumatismes qu'on peut avoir et le fait d'être bien entouré peut nous aider aussi à remettre les pieds sur terre, à voir un petit peu, l'étendue de la chose, du problème et nous guider vers la bonne voie pour nous. Par exemple, je l'ai déjà évoqué dans d'autres contenus, j'ai eu la chance de rencontrer Héloïse Cullerier, qui est professeure de yoga, formatrice, thérapeute holistique, qui m'a formée au Yin Yoga et avec elle, j'avais fait, plusieurs soins. Sa méthode m'a un peu convaincue parce que je suis quelqu'un de très cartésien à la base, donc quelqu'un qui a besoin de comprendre les choses, que ce soit prouvé scientifiquement pour y croire, et cetera. Et j'ai ressenti le besoin de me faire guider un peu autrement au moment de lancer Come on the Moon, justement. Et donc, on a fait plusieurs séances de soins holistiques qui m'ont beaucoup remué, mais qui ont été très bénéfiques pour la suite. Donc, c'est encore une fois un chemin long et chacun doit trouver sa méthode, celle qui lui correspond pour se réapproprier son pouvoir personnel, sa confiance en soi, en la vie, en l'avenir. Et encore une fois, il n'y a pas qu'une seule méthode qui fonctionne. Donc, moi, c'est celle de la thérapie holistique qui me convainc pour l'instant, mais je ne suis pas fermée forcément à aller voir un psychologue, à suivre un autre type de thérapie plus tard. Donc vraiment, essayez de vous renseigner sur ce qui existe si vous avez envie de vous faire accompagner et de trouver celle qui vous correspond. En deuxième point, on a aussi, à l'âge adulte, des évolutions de carrière, même positives, qui peuvent aussi provoquer le syndrome de l'imposteur. Certains réussissent professionnellement sans être passés par la case diplôme, les autodidactes entrepreneurs par exemple. Et quand on se retrouve dans ce cas précis, il peut sembler plus facile de dévaloriser ses réussites, voire même d'affirmer son incompétence plutôt que d'admettre qu'on a le même mérite qu'une personne diplômée. Ici, les autodidactes, ils font souvent preuve d'excès de modestie et ils ont du mal à accepter que leur parcours soit excellent. Ils croient que le fait de ne pas avoir un bac plus 5, par exemple, va les empêcher d'aller plus loin, va les rendre illégitimes par rapport à quelqu'un qui est diplômé, justement, alors qu'en fait, ils ont les mêmes compétences, ils les ont juste eues autrement. En plus, ils se sont sûrement formés justement sur le tas après s'être lancés via des formations de très bonne qualité professionnelles, en ligne par exemple. Et donc, malheureusement, cette croyance, erronée les pousse à se fermer des portes par manque de confiance en eux. Donc notamment dire non à un client, par exemple, ou dire non à un nouveau poste, à une promotion, et cetera. Et d'autre part, les personnes qui ont brillamment réussi leur parcours étudiant ou bien leur carrière professionnelle peuvent également subir les effets du syndrome de l'imposteur. Et donc, par exemple, les chefs d'entreprise qui lancent leur entreprise à un âge assez jeune peuvent croire qu'ils ne méritent pas leur place ou bien qu'ils ne sont pas aussi compétents que leur réussite laisse à penser. Ça a été mon cas, hein. Je ne le cache pas. Il y a eu beaucoup de moments où je me suis dit: «Mais est-ce que je mérite vraiment de lancer mon entreprise et d'être, chef d'entreprise? Est-ce que, je suis légitime à proposer, tel ou tel service?» Et donc, voilà, il faut contrebalancer ses croyances. Et donc cette situation, même si elle est positivement perçue parce que voilà, elle fait preuve d'humilité et cetera, elle amène à une crainte d'être démasquée par ses collaborateurs, par exemple, par son entourage et même à refuser ou à ne pas prospecter de nouveaux clients simplement par peur d'échouer. De la hiérarchie de l'entreprise, les responsabilités qui en découlent, le fait de vous lancer à votre compte, le fait d'avoir énormément de choses, à faire, ils peuvent entraîner ce sentiment d'imposture et donc vous êtes, persuadé que vous n'êtes pas à votre place, que vous ne méritez pas votre réussite professionnelle, que tout le monde, se trompe au sujet de vos compétences. Donc vous vous dévalorisez, vous mettez en place ce sentiment d'imposture alors que, voilà, vous restez dans un engrenage qui reste négatif, qui vous pousse vers le bas au lieu de vous propulser vers le haut.
Donc à ce moment-là, il peut s'agir d'auto-sabotage comme on a dit précédemment, ou au contraire de surmenage. Et dans ce cas, puisqu'on ne croit pas en ses qualités, on se dit qu'il faut compenser son incompétence par une grosse quantité de travail. Et donc c'est un cercle vicieux qui nous amène forcément au burn-out, à être complètement surmené et voire même à la dépression. En tout cas, on en parlait dans nos précédents contenus, la frontière entre vie pro, vie privée est mince lorsqu'on se lance à son compte et il est important de trouver un rythme et de s'imposer des limites pour éviter justement ce surmenage. Et bien sûr, il est plus facile de le dire que de le faire. Vous allez y arriver, chacun a sa propre notion d'équilibre et justement, il y a des gens qui n'ont pas forcément besoin d'un 50-50, mais justement qui trouvent cet équilibre qui leur convient et qui fait que ils sont plus productifs, qu'ils ne rentrent pas dans ces engrenages et qui vont pas se sentir surmenés. Et en fait, vous comprendrez que tout est lié finalement. Équilibre, syndrome de l'imposteur, confiance en soi, etc. Donc voilà. L'idée, c'est de trouver vraiment ce qui nous convient, ce qui nous correspond dans notre vie. Et donc, pour revenir à cette notion de parcours, pour vous donner un exemple, pour moi, ça a été le deuxième cas. J'ai bel et bien fini mes études, j'ai eu plusieurs expériences par la suite. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai quasiment 10 ans d'expérience dans le domaine de la communication spécialisée dans le digital. Pourtant, à mes débuts et encore aujourd'hui, je doute de mes capacités. Je ne me sens pas toujours légitime à proposer telle ou telle mission alors que je suis formée pour et que surtout, je suis diplômée, plusieurs diplômes. Je me noie dans des nouvelles formations pour lesquelles je connais déjà le contenu. Alors peut-être que, je sais pas, j'en ai besoin, mais peut-être que ça me sert pour me rassurer, peut-être que ça me sert pour me sentir plus légitime. Bon, en tout cas, je vous rassure, les formations que je prends, elles me servent aussi à me mettre à jour, car le marché, notamment du digital, évolue constamment. Mais toujours est-il que je devrais pas douter de moi, ni de ma légitimité à proposer mes services. Et pourtant, c'est le cas. Le travail est long, encore une fois, on le répétera jamais assez, mais vous trouvez votre place, vous réussirez à parler de vos compétences. Estimez-vous, croyez en vous, car vous faites des choses magnifiques. Et si vos clients font appel à vous, c'est qu'ils n'ont pas l'expertise que vous avez, ils ont besoin de vous. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un de mes clients et un de mes tuteurs lorsque j'étais en alternance qui ont bien dû remarquer justement que j'avais pas forcément assez confiance en moi, que ce petit syndrome de l'imposteur faisait surface. Et donc, ils m'ont dit dès le début de la collaboration, pour la première, j'avais à peine 20 ans, donc j'étais encore étudiante. Et pour l'autre, c'était à mon lancement en août 2021. Alexandre, je ne connais pas votre métier, j'ai besoin de vous pour le faire. Je ne sais pas comment le faire. Je sais qu'au vu de votre expertise et votre expérience, vous le ferez largement mieux que moi. Je vous fais confiance. Il faut parfois qu'on nous le répète plusieurs fois, ce type de phrase, avant que nous prenions conscience de notre valeur, notre expertise et que nous prenions confiance en nous. Alors l'idée d'être bien entouré lorsqu'on entreprend prend à nouveau tout son sens ici. Vos proches, d'autres entrepreneurs que vous connaissez et côtoyez, mais aussi ceux avec qui vous allez travailler, pour qui vous allez travailler, eux aussi vont vous faire des compliments à longueur de temps et vous ne les entendrez peut-être pas car vous pensez qu'il s'agit de flatterie ou juste de vous faire plaisir, mais c'est aussi grâce à eux que vous sortirez de ce syndrome de l'imposteur et que vous estimerez à votre juste valeur. À l'âge adulte, cette expérience débute souvent au moment des phases transitoires dans nos vies, au début de nos études, à la suite d'une promotion, d'une reconversion professionnelle, d'une création d'entreprise, etc. En tout cas, autant d'événements positifs qui sont pourtant mal vécus de l'intérieur et faute d'en parler autour de soi, on se retrouve à devoir mentir à la fois à soi-même et aux autres. L'imposteur se ment souvent à lui-même en refusant d'admettre son propre mérite et il ment à son entourage par crainte d'être démasqué. Puisque je ne suis pas aussi douée qu'on ne le pense, je dois montrer aux autres qu'ils se trompent à mon sujet. Or, c'est complètement n'importe quoi, mais malheureusement, on le fait quand même. Donc, tout ceci, encore une fois, est fondé sur des croyances erronées, une dévalorisation individuelle, un manque de confiance en soi. En prendre connaissance pour retrouver la raison, se faciliter la vie et trouver des solutions. Et donc, on passe à notre troisième partie de cet épisode, quelques solutions qu'on va pouvoir mettre en place pour vaincre ce syndrome de l'imposteur. Donc, conseil numéro 1, consultez un spécialiste. Si vous vous sentez concerné et que vous avez déjà réalisé le test en ligne dont on parlait au début de cet épisode, de l'échelle de Clance, ou Clance, je ne sais pas comment ça se prononce, avec un résultat supérieur à 80 points, de consulter un thérapeute, quel que soit le type de thérapeute. Cette option est parfois encore mal perçue par notre société, etc., que la
psychothérapie est encore un sujet tabou, par peur de se livrer à un inconnu, par exemple, demandez-vous pourquoi. Si vous aidez les autres dans votre quotidien, vous n'auriez pas le droit, vous aussi, à l'aide de quelqu'un, de la part d'un spécialiste qui saura vous épauler dans cette épreuve. D'autant plus qu'une thérapie cognitive et comportementale ou d'autres types de thérapies, c'est rien d'autre qu'un accompagnement par un expert afin de changer durablement ce qui ne vous convient plus. Donc le syndrome de l'imposteur peut n'être qu'une étape à traverser si on accepte de se faire aider et surtout, voilà, si on en prend conscience, si on n'est pas dans le déni. Et donc le thérapeute de votre choix va évaluer avec vous la situation et si celle-ci est assez prononcée, il mettra en place avec vous aussi des stratégies de changement pour votre mieux-être définitif. Donc, différentes méthodes seront proposées parmi lesquelles la méditation en pleine conscience, afin de cesser d'avoir des pensées négatives constamment, l'auto-hypnose en vous auto-suggérant des mots, des images, des affirmations, mais aussi l'imagerie mentale en faisant appel à vos souvenirs ou votre imaginaire par exemple. Il y a autant de types de thérapeutes que de méthodes, psychologue, yoga, thérapeute holistique, hypnose, méditation, etc. Alors, encore une fois, renseignez-vous sur les différentes possibilités qui s'offrent à vous, tournez-vous vers celle qui vous parle le plus, votre intuition vous guidera, écoutez-la. En tout cas, le syndrome de l'imposteur peut être tenace et sévère chez certains. Vivre constamment dans le mensonge, dans le déni de ses propres performances, c'est une chose sans doute qui est très difficile à supporter. Mais en tout cas, pour s'en sortir, il ne faut sûrement qu'un pas, un coup de fil à la bonne personne, une séance avec un thérapeute ou voilà, avec quelqu'un dont c'est le métier qui pourra faire la différence et vous vous sentirez libéré. Donc ça, c'est notre premier conseil. En deuxième conseil, mettez des mots sur vos mots et partagez-les. Au cas où votre résultat au test de l'échelle de Clance serait compris entre 40 et 80 points, c'est-à-dire que vous avez une expérience modérée ou régulière du phénomène de l'imposteur. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de journaling, mais globalement, ça consiste à discuter avec l'un de vos proches en premier lieu, quelqu'un en qui vous avez confiance et dont vous savez qu'il prendra le temps d'être à votre écoute, d'avoir une attitude compréhensive à votre égard. Et il s'agit de verbaliser à voix haute pour éviter la rumination et d'entendre un autre son de cloche. Le fait d'exprimer avec sa voix et de faire sortir ce qui doit sortir peut être bénéfique. Donc c'est vraiment détruire cette image péjorative que vous avez de vous-même, ce déni de vous-même. C'est parce que vous ne croyez pas en vos capacités que vous vous sentez obligé de mentir sur celle-ci et de vivre dans la peur d'être démasqué. En tout cas, un proche saura vous rappeler au bon moment tout ce que vous avez accompli et vous démontrer qu'il ne s'agit bien évidemment pas du fruit du hasard ou de la chance. Si vous êtes encore hésitant, on vous conseille de lire ou d'écouter des témoignages de personnes qui ont traversé la même situation que la vôtre. Il y a pas mal de podcasts sur le sujet. On en parle beaucoup au niveau de l'entrepreneuriat. On en a parlé avec certains invités du podcast Come on the Moon également. Donc, vous n'hésitez pas à les réécouter avec certains invités qui, justement, ont franchi ce cap et ont réussi à trouver des solutions. Mais en tout cas, l'idée de ce deuxième conseil, c'est de partager autour de vous vos ressentis, dévoiler sa vulnérabilité. C'est pas une chose facile. Mais si, par exemple, vous avez lu le livre Vulnérable de Camille Sfez, vous verrez qu'exprimer ses émotions, c'est essentiel pour se sentir bien. Extérioriser nos ressentis, c'est une des étapes à mettre en place pour éviter le fameux « c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase ». Et donc de péter un câble à un moment où c'est pas du tout approprié. En tout cas, on en parlera dans le conseil suivant. Extérioriser, c'est pas forcément parler à quelqu'un proche ou non. Ça peut être aussi écrire ce que vous avez sur le cœur, le partager sur le papier. Donc le fameux journaling dont je parlais au début de ce conseil. Donc notre troisième conseil, c'est le fait de faire un bilan de vos réussites personnelles. Comme on l'a vu, l'imposteur qui a réussi ses études, sa vie professionnelle avec brio, il est quand même en croyance qu'il n'a pas les bonnes compétences. Donc, si c'est votre cas, que vous le vouliez ou non, vous allez peut-être vous le répéter souvent, je ne suis pas en capacité de faire ça ou je ne mérite pas ça, etc. Donc, ce troisième conseil pourrait aussi vous aider.
Dans un premier temps, vous allez prendre un carnet, un stylo, une feuille, tout ce que vous voulez, et vous allez lister toutes ces réussites, les compléments qui ont été faits par vos proches durant votre parcours, l'obtention de votre baccalauréat malgré la pression durant votre dernière année de lycée, suivi de vos études supérieures accomplies en dépit de votre anxiété quotidienne, ou bien votre réussite professionnelle pourtant que vous avez acquises avec ou sans diplôme, puis vos projets que vous avez menés, qui ont entraîné à la satisfaction de vos clients, de vos supérieurs. Bref, vous allez vous rendre compte que cette liste parle d'elle-même. Dans un deuxième temps, vous allez pouvoir noter à côté de chaque réussite les raisons que vous avez attribuées à ces succès. Donc dans vos souvenirs, vous avez peut-être, les raisons pour expliquer ces réussites. Donc pourquoi, j'ai eu cette promotion? Pourquoi, j'ai satisfait ce client? Pour telle ou telle chose qui est peut-être un détail, mais qui vraiment a fait la différence. Pourquoi j'ai obtenu ce poste, et cetera. Et donc vous allez voir que tous ces mensonges que vous êtes faits à vous-même pour refuser d'admettre, vous avez finalement accompli de très belles choses. C'est peut-être parce que justement, vous n'étiez pas posé la question de qu'est-ce qui a fait qu'il y avait cette réussite. Donc là, posez-le sur le papier. Autant de mensonges à vous-même qu'on va essayer d'atténuer le plus possible, de déconstruire durablement à l'aide de cette liste que vous allez rédiger. En étape 3, vous allez passer à l'étape du constat objectif. Il s'agit d'être en vérité avec vous-même, évaluer honnêtement ce qui a pu découler de cette réussite et pas du hasard, justement, pas de la chance. Et donc, essayer de méditer quelques instants sur ce bilan très positif, cette liste qui sûrement est très longue de vos réussites, pour n'avoir vraiment aucun regret au niveau de votre comportement, ce comportement qui a induit ce syndrome de l'imposteur. C'est pas grave, vous l'avez vécu, ok, mais maintenant, aujourd'hui, vous contrebalancez ce syndrome avec des aspects positifs. Tout ceci, ça fait de vous qui vous êtes aujourd'hui, ça montre votre humilité aussi. C'est aussi un trait de caractère qui est très positif, cette humilité qui est nécessaire, surtout si vous vous lancez à votre compte, si vous êtes par exemple manager ou autre, et ça contribuera à votre évolution. C'est vraiment une étape essentielle et positive afin de prendre conscience de vous, de vos capacités et de ce bilan positif. Un dernier point et exercice de ce conseil d'écriture finalement, c'est de lister les choses que vous avez faites alors que vous n'y connaissiez rien. Nous avons beaucoup parlé de l'aspect scolaire des choses, professionnelles, etc. Mais il est aussi important de prendre conscience des réussites qui sont venues d'elles-mêmes, grâce à nous, simplement. Et je suis sûre que vous avez fait des choses pour lesquelles vous n'étiez pas formé et qu'en plus vous les avez réussies avec brio. Je pense pas que je me trompe. Si j'ai un exemple à vous donner, peut-être que vous avez déjà aidé un collègue dans son travail alors que vous ne travaillez pas dans son service. Peut-être que vous êtes sûrement lancé à votre compte sans connaître une bonne partie de ce que vous alliez devoir faire, mis à part votre expertise métier. Au hasard, la comptabilité, en tout cas, pour moi, ça a été vraiment du chinois au départ. Et pourtant, je suis sûre que vous vous en sortez à merveille aujourd'hui. Et si ça se trouve, vous êtes lancé en réalisant une reconversion, donc vous êtes en train d'apprendre votre nouveau métier. Par exemple, vous avez déjà tenté une recette pour la première fois et le résultat a été délicieux. Ou encore, vous êtes lancé pour suivre des amis à danser un flash mob que vous connaissiez pas du tout et vous vous êtes éclaté et c'était un super moment de partage. Enfin bref, vous l'aurez compris, tant de choses que vous avez fait dans votre vie pour lesquelles vous n'étiez pas formé, pourtant vous avez réussi avec brio. Alors, prenez un autre papier, remplissez votre feuille de toutes ces choses accomplies, gardez cette liste près de vous, ces 2 listes près de vous, accrochez-les au-dessus de votre bureau ou dans un endroit où vous allez la voir tous les jours et vous allez pouvoir la compléter au fur et à mesure. Et elle est là pour vous rappeler que rien ne doit vous empêcher de tenter, d'oser, de vous lancer, de réussir, de voir le positif, de croire en vous. Elle vous permettra de retirer cette culpabilité envers vous-même, vos préjugés. Vous aurez l'esprit libre et vous allez peut-être plus facilement oser faire de nouvelles choses, retrouver votre pouvoir créateur, votre confiance en vous. Dans notre 4e conseil, ce sera se sentir nul dans quelque chose, c'est très bien aussi, ça nous forge. Personne n'est parfait. On le dit, on le redit, car c'est essentiel de gagner confiance en soi et se séparer de la pression que l'on s'inflige à propos du regard, aussi bien que l'on porte sur soi-même, mais celui des autres, ce qu'ils pensent de nous. On est dans une société de l'image et donc forcément, on pense souvent à ce que les autres vont penser de nous, etc. Et on a du mal à s'en détacher.
Il y a sûrement plein d'activités dans votre vie que vous aimez faire, mais pour lesquelles vous vous sentez vraiment nul. C'est totalement normal, ne vous en faites pas. Et puis, qu'est-ce qu'être nul? Chacun a son interprétation, sa définition, sûrement biaisée, vu qu'on sait tous qu'on se juge beaucoup plus sévèrement quand il s'agit de nous, justement. Ce n'est pas pour autant qu'il faut arrêter de faire ces activités, bien au contraire. Ces expériences vont vous forger, elles vous aident à éveiller votre créativité, à avoir envie d'y arriver, à sortir de votre zone de confort. Donc prenez ce temps par semaine pour continuer à prendre du plaisir, à les réaliser sans aucune intention, sans aucune pression, sans aucun jugement envers vous-même, juste du plaisir. Pourquoi se priver de faire ce que l'on aime? Pourquoi toujours se comparer aux autres? D'autant plus que c'est en prenant du plaisir dans ce que l'on fait que l'on s'améliore jour après jour. C'est un travail de lâcher prise qui vous permettra de vous sentir léger et surtout de retirer cette idée de performance continue que vous vous imposez, qu'on s'impose tous finalement dans notre quotidien. Et qui sait, à force de pratiquer ces activités, vous vous jugerez moins nul, entre guillemets bien sûr. Vous apprécierez même ce que vous créerez, même si au départ, vous trouviez ça hideux. En 5e conseil, prenez l'habitude d'être bienveillant avec vous-même. À la suite de ce bilan, vous pourrez désormais prendre conscience de l'excès de rigueur et la sévérité que vous êtes imposé dans votre quotidien, que ce soit professionnel ou personnel. Et depuis beaucoup d'années. L'une des conséquences du syndrome de l'imposteur aurait été pour vous ou bien d'aller vers trop de perfectionnisme ou bien à l'inverse dans la procrastination. Soit vous avez comblé un manque de confiance en vous par un acharnement au travail, car vous ne vous sentiez pas assez compétent pour le faire, soit vous vous êtes pas assez investi justement à l'ouvrage parce que vous pensiez simplement être chanceux d'être à ce poste, de faire cette mission, etc. Donc il s'agit de réaliser que dans les 2 cas possibles, vous n'avez pas eu confiance en vous-même et en vos capacités. C'est pourquoi il va falloir que vous redressiez les torts envers vous-même, envers ce syndrome de l'imposteur, en posant un regard bienveillant envers vous-même. Et pour ce faire, libre à vous de vous organiser, d'expérimenter ce qui peut convenir. Vous pouvez par exemple commencer par vous féliciter pour chaque tâche accomplie et à l'inverse, de ne pas trop vous en faire face à certains échecs. Personne n'est parfait, on le répète, on le répète, on le répète. Le principal, c'est d'adopter dès à présent une stratégie de changement de regard sur vous-même en allant du négatif vers le positif. Bien sûr, les échecs, j'aime bien dire que le mot échec n'existe pas, c'est juste des apprentissages. Ce sera un processus salvateur au cours duquel vous allez devoir acquérir patience, introspection. Ce sera les mots-clés de votre réussite. Rappelez-vous encore, le négatif attire le négatif, le positif attire le positif. Ça va infuser en vous et ça opérera une sorte de métamorphose intérieure. Ça vous permettra justement de recevoir vos qualités naturelles, innées. Et pour cela, pour méditer tout cela, nous vous avons prévu un nouvel épisode Moonbreak de notre podcast, donc nos épisodes méditatifs qui vont vous permettre de vaincre ce syndrome de l'imposteur et reprendre confiance en vous, vous connecter à vous, à l'essentiel, à vos réussites. On vous remettra le lien de cet épisode dans les notes de l'épisode, comme ça vous pourrez infuser directement cet épisode avec les conseils, avec cette méditation pour reprendre confiance en vous. Et n'hésitez pas à nouveau à nous dire si ça vous plaît, si vous avez d'autres envies méditatives, etc. Notre conseil numéro 6, appuyez-vous sur votre unicité. Qu'est-ce qui fait que vous êtes unique? En voilà une question existentielle. C'est aussi un passage incontournable dans votre changement d'état d'esprit. Connais-toi toi-même. C'est Socrate qui donne cette citation et ça s'appliquera encore une fois sur votre mieux-être au travail, sur ce syndrome de l'imposteur, sur votre vie quotidienne. Maintenant que vous avez fait le point sur vos réalisations intérieures, que vous avez décidé d'opter pour une stratégie bienveillante envers vous-même, il est aussi bon d'arrêter de vous comparer. Arrêtez de regarder ce que les autres font à côté. Vous avez peut-être une tendance à mettre en avant vos échecs personnels, mettre en avant les réussites de vos collègues, de vos concurrents, les gens dont vous pourrez vous inspirer. C'est très bien de s'inspirer, mais raisonnablement. Ce raisonnement de se comparer et de se dire «Ah mince, bah moi j'ai pas fait comme lui, j'ai pas réussi», c'est vraiment une conséquence de ce syndrome de l'imposteur. Vous allez penser que vous méritez pas votre place, vous vous sous-estimerez par rapport aux autres. Et donc, ce qui serait bien, c'est de plutôt envisager de vous accepter
tel que vous êtes, avec vos qualités, mais aussi vos défauts. Et ce sera plus facile d'arrêter ce perfectionnisme et justement de reconnaître vos compétences et de découvrir aussi des compétences que vous ne connaissez pas de vous. Le fait de se voir de manière positive et de prendre conscience de qui on est atténuera aussi le stress, les angoisses sur lesquelles vous pourrez passer et qui occasionnent ce burn-out, enfin qui vont vers le burn-out, la dépression, quand elles sont à des stades très accentués. En tout cas, toutes ces pensées négatives qui tournent autour de ce que vous croyez que les autres attendent de vous sont contre-productives. Elles vont détériorer votre estime de vous et elles vont vous priver d'une vie professionnelle et privée d'ailleurs conforme à votre unicité, votre identité, qui vous êtes. Donc votre nouveau mindset, c'est s'inspirer des autres, oui, en tirer le positif et s'en servir pour progresser, se développer. Et notre conseil numéro 7, je vous assure, c'est bientôt terminé. Rapprochez-vous de votre singularité, ce qui vous caractérise. Ça vous permet de voir qui vous êtes vraiment et pas uniquement ce que vous êtes face aux normes que vous impose la société. Sachez que l'expression de votre personnalité plaît bien plus que vos diplômes normés et tout ce que vous avez fait dans le cadre de votre vie scolaire, professionnelle, etc. Je vais m'expliquer. Si vous regardez rapidement votre CV, vous allez vite vous rendre compte que ce que vous avez noté, c'est certes ce que vous avez fait d'un point de vue scolaire, c'est-à-dire vos diplômes, vos compétences en lien avec votre poste recherché, etc. Mais vous n'y avez pas mis votre âme, ce qui vous caractérise vraiment. Donc, on va faire un petit exercice. Donc, c'est le dernier exercice pour le dernier conseil. Prenez une feuille, placez-la dans le sens horizontal et tracez un trait au centre. Vous allez vous poser la question de trouver 5 choses qui vous caractérisent lorsque vous pensez à votre CV. Vous allez les noter dans un carré à gauche de la feuille. Et ensuite, vous vous demandez ce qui vous représente, mais que vous n'avez pas noté sur votre CV. C'est un exercice que je demande notamment aux nouveaux stagiaires qui arrivent chez Common the Moon afin de préparer un post sur les réseaux sociaux pour leur arrivée. Je leur demande de se présenter rapidement, de dire pourquoi ils ont décidé de rejoindre Common the Moon. Et généralement, je leur demande aussi de m'ajouter quelque chose qui les caractérise. Et je me rends compte que cette dernière chose, cet exercice, c'est pas du tout évident pour eux. Et d'ailleurs, c'est évident pour personne parce qu'en fait, on nous demande pas souvent ce qui nous plaît vraiment, ce qu'on aime vraiment. Donc, par exemple, ce que je leur demande, c'est une passion, une activité qu'ils font en dehors, etc. Donc, vous allez pouvoir noter ça. Une passion, une activité favorite, un objet que vous appréciez, que vous avez tout le temps avec vous, un livre que vous avez lu qui vous a particulièrement marqué, un accessoire que vous avez toujours sur vous, votre compte Instagram personnel où vous mettez des photos de choses qui vous inspirent, qui vous passionnent. En tout cas, essayez de trouver 5 choses qui vous caractérisent et notez-les dans un rond à droite de votre feuille. Une fois que vous avez rempli tout ça, regardez ce rond et posez-vous la question, que disent ces choses sur vous? Par exemple, si vous avez noté que vous avez un cadre avec plein de photos de vacances dans votre appartement, cela peut traduire que vous avez une passion pour les voyages. Vous allez pouvoir maintenant comparer votre carré et votre rond, les relations et les différences et trouver les liens entre ces 5 choses dans le carré et 5 choses dans le rond. Et vous allez vous demander, mais où est-ce qu'elle veut en venir? Donc le carré, c'est la norme, la façon dont vous vous représentez au monde, aux autres, d'un point de vue professionnel, ce qu'on vous a inculqué depuis votre temps d'enfance. Et le rond, c'est vous, votre côté naturel, votre intimité, ce que vous n'avez pas forcément envie de dévoiler, mais qui montre tout votre potentiel, que vous cachez à vous-même, mais aussi aux autres. Vous allez induire une procrastination, vous allez être dans le déni de ce que vous avez accompli. Donc c'est dans ce rond que se situe votre potentiel qui traduit votre manière de fonctionner, d'explorer la vie, les situations. Votre carré normé doit donc s'arrondir petit à petit, car vous prendrez conscience que vous plaisez par votre singularité, ce qui fait que vous êtes vous et pas un pion sur un jeu d'échecs qu'on balance comme ça, qui suit des règles justement. Plus on se rapproche de sa personnalité, plus on apprend à se connaître, à s'accepter, à reconnaître ses qualités, ses compétences, ses réussites. Plus on inclut tout cela dans son quotidien, dans son travail, et plus on prend confiance en nous, en tout ce que nous pouvons accomplir. Et donc, vous l'aurez compris, le syndrome de l'imposteur s'envole peu à peu.
Donc, je vais reprendre les 7 conseils pour en finir avec le syndrome de l'imposteur rapidement parce que cet épisode est presque terminé. Donc, le premier conseil, consulter un spécialiste. Le deuxième conseil, mettre des mots sur vos mots et les partager. Le troisième conseil, faire un bilan de vos réussites personnelles. Le quatrième conseil, se sentir nul dans quelque chose, c'est très bien aussi. Le cinquième conseil, prenez l'habitude d'être bienveillant avec vous-même. Le sixième conseil, appuyez-vous sur votre unicité. Le septième conseil, rapprochez-vous de votre singularité. Et voilà. En conclusion de cet épisode, on espère que ça vous aura plu, que cet épisode vous aura donné les clés pour vous reconnaître ou pas dans ce syndrome de l'imposteur et surtout pour pouvoir finir avec cet engrenage négatif. On vous invite à effectuer les tests en ligne du coup qu'on vous a conseillé, à en discuter avec vos proches, à vous rappeler que chaque problème a sa solution, à vous connecter à vous, à découvrir votre personnalité, à prendre conscience que chaque petite chose, chaque pas que vous faites dans votre vie vous construit et fait ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous serez demain. On vous conseille également d'aller revoir nos contenus sur cet aspect de lâcher prise. On avait fait un podcast, un article et aussi une nouvelle. Ça peut également vous aider à vous épanouir dans votre vie professionnelle et personnelle. Et pour rappel, donc on l'a dit dans cet épisode, nous avons créé un nouvel épisode Moonbreak de notre podcast pour vous aider à combattre ce syndrome de l'imposteur et reprendre confiance en vous. Donc il est à écouter dans les notes de cet épisode également. Et on aimerait beaucoup avoir vos retours, savoir si vous a plu, si vous aimez ces formats, si vous avez aussi d'autres envies de sujets. Donc n'hésitez pas à vous faire des retours sur tous ces contenus. Je vous remercie vraiment grandement pour votre écoute, mes chers Moonies, pour ce long épisode. J'espère qu'il vous a plu et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast et Spotify. Laissez aussi des messages privés, des commentaires. Ça nous fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. Nous avons hâte de vous retrouver.